Merci Laurence et merci à vous de votre présence et de votre fidélité. Donc ce soir, que faut-il entendre par ville philanthropique? Par ces expérimentations morphologiques permises par la démolition des fortifications et qui ont préfiguré d'une nouvelle conception de l'habitat. Alors cet urbanisme populaire a-t-il un prolongement contemporain dans les formes urbaines? Quelles difficultés se posent aujourd'hui à sa rénovation? Et enfin, quel est le niveau d'investissement et de participation de ses habitants à la vie donc, de ces cités? Avec, comme d'habitude, 3 séquences. Le cas emblématique alors, du Paris Métropole, ça sera la Cité-Jardin de Stein, dans le 93. Plus près de nous, à Paris, dans le 13e arrondissement, le cas non moins emblématique du site de la Mie de Pin. Et tout de suite, l'introduction lumineuse, éclairée de Marie-Jeanne Dumont, qui est architecte, historienne, universitaire, spécialiste, entre autres, de Le Corbusier et auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur le logement social à Paris. Marie-Jeanne Dumont, que faut-il entendre par ville philanthropique et est-ce que le rapprochement vous convient? Voilà, on vous écoute. Oui, ville philanthropique, ça paraît être un peu étrange comme rapprochement parce que la philanthropie est d'abord une question sociale, elle devient aussi accessoirement une question architecturale, mais jamais personne n'a imaginé fabriquer toute une ville philanthropique. Donc, un petit peu différemment de la ville haussmannienne qui est un grand projet métropolitain. Mais la ville philanthropique, en tout cas, si elle a une pertinence, si cette expression a une pertinence, c'est dans une manière d'urbaniser les faubourgs. Donc on va revenir aux faubourgs, mais les faubourgs du début du XXe siècle, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et c'est dans ces faubourgs, les faubourgs anciens comme le faubourg Saint-Antoine, les faubourgs nouveaux comme les pentes de la butte aux Cailles et les marécages de la rue Charles-Fourier, la banlieue proche ou lointaine avec les cités-jardins. Il s'est inventé dans les années 1880, 1900, 1910 une nouvelle manière d'envisager la charité qu'on appelle philanthropie. C'est vrai que ce mot Fleurbon, la Troisième République, c'est un mot un peu archaïque, mais c'est le mot qui est utilisé à l'époque. Alors aujourd'hui, on pourrait peut-être dire la ville humanitaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette ville philanthropique qui croyait pouvoir, ou ces philanthropes qui croyaient pouvoir résoudre la question du logement pour le plus grand nombre, qui finalement parviennent à faire des expériences, mais ne parviennent pas à régler la question en termes quantitatifs. Ces philanthropes, à un moment donné, sont obligés d'accepter leur échec non pas au sens architectural ni urbain, on va le voir, mais échec en termes quantitatifs. Il ne s'est pas fait une maîtrise d'ouvrage privée dédiée au logement du plus grand nombre, au logement de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans leur loyer. Cette maîtrise d'ouvrage social, eh bien, c'est finalement les pouvoirs publics qui la mettent en place juste avant la Première Guerre mondiale et la mettent en pratique, effectivement, entre les deux guerres. Donc on est dans un moment qui voit la société civile au premier plan, très active, mais la société civile ne va pas réussir à ce défi de créer un marché immobilier pour le plus grand nombre. Voilà, il y a un marché immobilier pour la bourgeoisie, mais on n'arrive pas à créer un équilibre économique pour des opérations de logement ouvrier. Alors, ces philanthropes, non seulement vont tenter de loger les couches populaires, hein, les prolétaires, les ouvriers, mais aussi d'inventer et de loger la famille ouvrière. Hein. Et c'est tout un projet social autour de la famille dont on a la version, alors parfois idyllique, dans tel ou tel tableau du 19e siècle, hein, l'ouvrier
nouveau père de famille dans son petit logement de faubourg, mais la plupart du temps, l'ouvrier ne devient pas père de famille dans son petit logement faubourien, parce qu'en réalité, il y a tout un phénomène d'abandon des enfants. On ne peut pas se marier, on ne peut pas élever des enfants, on habite une chambre unique et donc on les abandonne. Il y a aussi les familles à la rue, voilà, dans beaucoup de tableaux et de photos, et donc femmes seules, mères de familles nombreuses, SDF, dans les années 1890. Et lorsqu'elle n'est pas à la rue, la famille ouvrière vit dans différentes formes de taudis, dont toute une classification existe, si on peut dire, dans les enquêtes sociales, médicales de l'époque. Ces taudis occupent toute la périphérie de Paris, en fait, hein, dans les quartiers encore peu urbanisés ou en voie d'urbanisation. Et ça peut aller de petites cabanes à des bidonvilles, notamment tous les bidonvilles de chiffonniers, le 13e arrondissement et le quartier des chiffonniers, les environs de la butte aux Cailles. Et il y a beaucoup de cités de chiffonniers ou de taudis de chiffonniers. Voilà, les cités de chiffonniers. Il y a tout le bidonville qui entoure Paris, on l'oublie un petit peu, mais la zone est un immense bidonville habité par des dizaines de milliers de familles. Et ces bidonvilles sont vraiment faits de matériaux de récupération, de briques et de broc dans un état d'insalubrité qu'on peut imaginer. Il y a aussi tout l'habitat dégradé de la périphérie parisienne. Les occupants de ces taudis étaient eux-mêmes les bâtisseurs de ce qui... de leur, quand il s'agit de la zone, oui, oui, ils peuvent être les bâtisseurs, mais ensuite il a pu se faire une transmission entre le moment où la zone commence à être occupée, disons dans les années 1880, après la guerre de 70, en tout état de cause, et le moment où on va démolir tout ça dans les années 1940, 40-50, il y a forcément eu des transmissions. Donc c'est un habitat illégal mais toléré, et donc il a des propriétaires et des mutations foncières probablement un peu... Voilà, je ne sais pas comment on fait une transaction foncière sur un habitat de ce genre, mais il y en a certainement. Alors il y a tout le problème de l'habitat dégradé, dit insalubre, et puis les images de la zone font l'objet là aussi de reportages absolument en très grand nombre, y compris de reportages et de maquettes, enfin toutes sortes de choses. Et puis il y a les points, les cités dites insalubres, qui sont un habitat faubourien, créé probablement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais soumis à une dégradation très rapide. Un habitat spéculatif, mais qui, pour diverses causes, défaut d'entretien, surpeuplement, devient trop dégradé pour être supportable et donc dénoncé par toutes les commissions. Alors face à ces taudis parisiens, il y a tout au long du XIXe siècle les représentations de la charité privée. Et la charité privée, encore dans les années 1880, fait l'objet d'un livre de Maxime Ducamp. Mais le terme commence à être déjà un tout petit peu désuet dans les années 1880 et arrive une nouvelle génération qui parle de devoir social et de logement ouvrier. Et ce sont ces gens-là, à l'enseigne du devoir social, qu'il y aurait pour les classes possédantes de loger les classes prolétaires. C'est à l'enseigne de ce devoir-là que se met en place tout un mouvement philanthropique qui passe par des centres de documentation, beaucoup de propagande, des conférences, etc., diverses associations. Et ce mouvement a pour principe qu'il ne faut rien demander à l'État, la société civile peut se charger de ce problème. On doit pouvoir créer un marché immobilier pour les petits loyers, c'est ça l'idée. Et on créerait des sociétés anonymes de logements ouvriers, des sociétés par action, qui feraient une sorte de spéculation vertueuse, c'est-à-dire elles verseraient un pourcentage, enfin elles verseraient
Ça y est, le terme m'échappe. Je sais pas, j'étais pas là. Se converse aux actionnaires d'une société par un dividende. Des dividendes. Voilà, Merci. il y a des actionnaires dans la salle. Elle verserait des dividendes, mais elle s'interdirait à verser des dividendes trop élevés. L'idée serait que les dividendes soient de 1% de plus que la caisse d'épargne. Donc vous seriez incité à placer votre argent, vos économies dans une société de logement social, puisque c'est un peu mieux que la caisse d'épargne. Mais comme ce n'est que 1% de plus que la caisse d'épargne... C'est pas énorme non plus. D'une part, ce n'est pas énorme non plus, et d'autre part, ce n'est pas de la vraie spéculation. Hein. C'est voilà, une forme de spéculation vertueuse qui a dû fonctionner en Angleterre. C'est en tout cas au nom du fait que ça fonctionne en Angleterre qu'on tente la chose en France. Et ces sociétés philanthropiques, donc, fonctionnant par action, logeraient des gens dans des logements salubres, petits, des gens avec un plafond de ressources. Elles se donneraient leurs propres règles, en fait, de location, et elles peuvent seulement espérer de minuscules aides de l'État sous forme de dégrèvement d'impôts. Voilà. Mais elles sont persuadées que c'est pas grave, même sans l'aide de l'État, elles s'en sortiront, et les loyers des premiers immeubles serviront à payer les immeubles suivants, et selon un effet dit boule de neige, nous aurions très rapidement logé tous les pauvres de France. Voilà. Et en fait, ça n'a pas marché. Alors ça a un peu marché, et voilà, dans les années 1880, ça a un peu marché, surtout en province, parce que le prix du foncier n'est pas trop élevé, et donc on peut faire des petits immeubles. Dans toutes les villes industrielles, on a fait cela. Ça a un petit peu marché en banlieue au début, année 1890, et ça a très difficilement marché à Paris, parce que même dans les quartiers pauvres et misérables, le prix des terrains est élevé. Et avec un prix des terrains élevé, cette spéculation vertueuse peine à s'équilibrer. Donc on en fait quelques-uns, mais en réalité, on en fait très peu, et il reste très petit. On ne peut pas équilibrer une opération, tout ça avec des loyers faibles, si les logements font plus de 2 pièces et environ 35 à 40 mètres carrés. Et les familles sont nombreuses? Dans les 35 mètres carrés. Et naturellement, elles s'engagent à loger des familles nombreuses. Donc, on n'accorde pas la surface à la taille de la famille. On privilégie de toute façon le logement des familles nombreuses dans une surface qui de toute façon ne sera pas supérieure à 35 mètres carrés. Mais 35 mètres carrés pour une famille nombreuse est de toute manière mieux que le dessous d'un pont. Donc, il n'y a pas de problème de ce genre. Et on assure la vie familiale recomposée, inventée, par l'insertion d'un coin cuisine, car il n'y a pas de vie familiale s'il n'y a pas le dîner à la maison. Donc il faut inciter le dîner à la maison, et pour cela on invente le coin cuisine qui n'existait dans aucun logement avant, ouvrier. C'est la disparition des bistrots alors? Ça pourrait menacer, mais enfin ça n'a jamais rien menacé, tellement ils étaient peu nombreux. Ça aurait menacé les bouillons, oui. Et l'idée était bien entendu de lutter contre l'alcoolisme. Hein. Et on assure aussi l'intimité familiale et on évite la promiscuité en dotant les logements d'un sanitaire. Et le sanitaire est déjà une immense conquête pour l'époque. Il y a aussi, à côté de la philanthropie conservatrice, car le but de toutes ces œuvres est tout de même d'éviter l'incendie social dont les attentats anarchistes donnent un petit avant-goût dans les années 1890. Mais à côté de cela, il y a aussi des sociétés par action, philanthropiques donc, par définition, qui, elles, prônent la solidarité contre la philanthropie. L'immeuble qui est le manifeste de la solidarité contre la philanthropie, c'est celui-ci qui est sur les pentes de Montmartre, en 1904 par l'architecte Henri Sauvage, et qui était vraiment en plus un manifeste d'une nouvelle architecture. Oui. Mais passons là-dessus, avec des logements relativement grands. Ce qui va changer la donne de ce petit mouvement philanthropique moribond, en fait, ou presque mort-né, c'est un phénomène de santé publique
dont les chiffres sont révélés dans les années 1900-1910 et qui est la mortalité tuberculeuse. On fait une immense enquête épidémiologique à l'époque et on va corréler la mortalité par tuberculose à l'état de l'habitat. On va en déduire qu'il y a un habitat dit insalubre et des îlots dits insalubres. Ce sont les îlots où la mortalité par tuberculose est de plus de 10 pour 1000. Et donc, c'est la tuberculose qui va donner un nouvel élan au mouvement philanthropique, parce que la tuberculose et les ravages qu'elle fait en France à l'époque, hein, en gros entre 10 et 15 000 morts par an à Paris, entre 100 et 150 000 morts par an en France, et des courbes exponentielles. Donc un phénomène qu'on ne peut pas arrêter, la médecine n'a rien, et toute la société, le corps médical, les hygiénistes, les élus, tout le monde, tous les corps sociaux vont se tourner vers les architectes en disant « vous êtes notre seul recours », car nous ne connaissons qu'un seul moyen de lutter contre la tuberculose, c'est le soleil. Il faut donc que tous les logements en ville soient ensoleillés. Et si on ne fait pas ça, nous allons tous mourir. Et, donc les architectes deviennent des médecins. Absolument. Et les élus, et vraiment tout le monde, hein, il y a un consensus complet pour renouveler totalement et pour mettre le logement en état d'urgence. Il y a une urgence à faire du logement salubre, ensoleillé, car sinon l'épidémie va passer des quartiers est où elle pourrait proliférer sans vraiment grand dommage, hein, rouge, au quartier ouest, ce qui causerait des dommages sociaux beaucoup plus importants. Et donc la terreur de la prolifération de la tuberculose impose des mesures d'urgence. Alors ces mesures d'urgence vont venir très très tardivement, mais les philanthropes vont s'emparer de ce nouvel argument et lutter contre la tuberculose par le logement. La tuberculose va donner au logement vraiment une actualité, va en faire vraiment le centre des préoccupations sociales et de l'action sociale des années 1900, notamment de ce mouvement philanthropique. Il faut donc faire des logements antituberculeux pour les ouvriers, et c'est la mission d'une société philanthropique très particulière, Fondation Rothschild, qui n'est pas une société par action faite de petits actionnaires qui espèrent 1% de mieux que la caisse d'épargne, mais faite par une grande famille richissime ayant une grande tradition d'œuvres sociales. Donc les Rothschild ont l'habitude de faire des dispensaires et toutes sortes d'œuvres de ce genre. Ils vont juste modifier, ils vont juste déplacer très légèrement l'attribution de leurs fonds sociaux habituels, de leurs actions de mécénat social et de philanthropie vers le logement social. Donc le logement social devient une action sociale comme un dispensaire. Vous faites un dispensaire en mieux, c'est du logement ouvrier. Et ce logement ouvrier a pour première mission de lutter contre la tuberculose. Pour lutter contre la tuberculose, il faut que le soleil pénètre partout, que tout soit bien aéré, que les escaliers soient air libre, que les cours soient ventilés, qu'il n'y ait plus de cours fermés comme dans l'habitat haussmannien, évidemment plus de courettes, parce que ça c'est totalement insalubre et proscrit, et que toutes les chambres aient une fenêtre au sud. Et ça va être le thème d'un grand concours d'architecture des années 1900, qui va aboutir à des recherches urbaines et architecturales très très importantes. C'était le moteur du mouvement moderne en architecture et en urbanisme, l'hygiénisme, et on va inventer des dispositions particulières, des types d'aération particuliers, un moyen de capter le soleil et de l'enfermer dans la pièce, la peinture blanche, les murs ripollinés plutôt que recouverts d'une tapisserie grenat, enfin toutes ces choses-là, du mobilier sur roulette plutôt qu'un mobilier ordinaire qui empêche de nettoyer, et plus de parquet du tout, mais des sols lavables. On chasse les microbes. On chasse le microbe dans chaque joint de parquet. Donc plus de joints de parquet, naturellement, d'ailleurs. Tout est lavable, tout est ensoleillé, tout est aéré. C'est ça, le logement ouvrier moderne. Est-ce qu'il y en a pour tout le monde ? Et alors,
mais c'est-à-dire que les Rothschild ont des capitaux importants et ils les mettent au service de cette nouvelle œuvre. Et voilà, il y a énormément, tout un corpus absolument considérable de dessins d'architectes de l'époque qui projettent ces nouveaux logements antituberculeux, donc un logement qui serait calqué sur l'architecture d'un sanatorium ou d'un hôpital, hein, un logement qui aurait les qualités d'un établissement hospitalier. Une architecture un peu médicalisée. Tout à fait médicalisé, de l'hébergement médicalisé, c'est-à-dire peint en blanc, grande fenêtre, terrasse accessible, on va faire sa cure de soleil sur la terrasse, etc. On a des petites plantes, on a des vides d'ordures, un niveau de confort tout à fait extraordinaire qu'aucun logement bourgeois, aucun logement bourgeois ne dispose à l'époque. Mais on sourit, mais c'est révolutionnaire quand même. Le vide d'ordures, c'est tout à fait révolutionnaire. Tout ça est révolutionnaire. Oui. C'est le mouvement moderne qui commence en fait. Ce sont les prémices du mouvement moderne, même si en façade, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Hein, parce que là, on a quelque chose qui ressemblerait furieusement à un logement bourgeois, tout à fait traditionnel des années 1900. Et ça, c'est une demande de la maîtrise d'ouvrage qui ne veut pas, qui hésite devant les murs, la loi du lait chaud, comme aurait dit Le Corbusier un peu plus tard. La maîtrise d'ouvrage trouve qu'il ne faut pas se singulariser en ville, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas que les locataires de ces immeubles se sentent différents des locataires des immeubles voisins. Il y a quand même dans l'idée de se fondre dans la ville. Voilà, donc c'est une architecture extrêmement soignée. Il faut qu'on n'ait pas à l'entretenir. Donc il faut que les architectes prennent en compte le budget d'entretien dès le début. La gestion est prise en compte dès le début. Et le matériau qui est pas cher et durable, sans ravalement, c'est la brique. Donc tout sera en brique. Tout sera très aéré, grandes fenêtres, escaliers aérés, petit square au centre où on peut jouer. Voilà cette architecture très soignée. Et il faut évidemment que les gens, dans ces 350 logements, disposent d'un certain nombre d'équipements d'hygiène. On ne peut pas leur mettre à tous une salle de bain, ils se lavent une fois par mois, on ne peut pas donner une salle de bain à une population qui l'utiliserait si peu. Mais si on met la salle de bain en commun, tout va bien, et donc on fait un établissement de bain-douche, dont la gestion permet de se... Si vous voulez, vous avez des tickets de bain-douche avec vos quittances de loyer. Donc vous n'avez pas à payer les bains-douches en plus, donc c'est incitatif. Je vous interromps parce que le temps tourne, mais oui. Ces logements ne sont pas gratuits. Non, non, ce sont des logements sociaux payants. Toute cette opération et tout ce mouvement philanthropique, ni plus ni moins que les collectivités publiques plus tard et l'État après la Deuxième Guerre mondiale, partent de l'idée qu'on paye un loyer. Ce n'est jamais du logement d'hébergement d'urgence gratuit. Alors il y a un lavoir aussi naturellement, il y a un dispensaire pour les petits-enfants. Toute la vie familiale est encadrée, tout est fait pour inciter à la natalité. Donc on incite les familles nombreuses à créer une vie de famille. On incite au fond les ouvriers à faire des enfants et à les élever eux-mêmes. Et donc les petits-enfants sont encadrés. Tout ceci est gratuit par contre. Il y a un petit dispensaire, on peut soigner les bobos et éviter les maladies contagieuses, donc écarter un enfant contagieux. Il y a toute une œuvre de propagande pour l'alimentation rationnelle, la diététique d'aujourd'hui. Donc on apprend aux ouvriers à se nourrir correctement. Et pour cela, on leur vend des plats chauds qu'ils mangeront à la maison. On ne les incite pas à manger en bas, dans un ancien bouillon ou un restaurant. Une forme de traiteur social ? Oui, parce qu'on veut qu'ils mangent en famille, pas dans une cantine. On pourrait faire une cantine, ce serait beaucoup plus simple pour le fonctionnement. Mais non, on veut qu'ils mangent en famille. Donc pour qu'ils mangent en famille, on leur vend les plats chauds, ils n'ont plus qu'à remonter à la maison et manger en famille. On veut inventer le dîner familial. Voilà ce service de traiteur. Il faut aussi faire garder les enfants car monsieur et madame travaillent. On est dans des ménages ouvriers, salariés. Donc on va inventer des crèches, haltes-garderies, écoles maternelles, tout jusqu'à l'âge de l'école. Et tout ceci est soit payant quand c'est une halte garderie pour nourrissons, parce qu'il faut inciter les mères à garder leurs nourrissons avec elles,
Mais dès qu'on est à l'âge de la maternelle, ça devient quasi gratuit parce qu'on veut les inciter à scolariser leurs enfants. Et puis, quand les enfants sont d'âge scolaire, la Fondation Rothschild prend en charge tous leurs loisirs et tous les devoirs du soir. Entre le moment où l'enfant sort de l'école et le moment où reviennent les parents, l'enfant est entièrement pris en charge. On lui fait faire ses devoirs et on l'occupe. Donc avec toutes sortes de petites activités, le théâtre de Guignol, les cours de cordonnerie pour les garçons, les cours de couture pour les filles, les cours d'éducation ménagère pour les filles un peu plus âgées, parce que dans la famille ouvrière, si on veut que la famille ouvrière existe, c'est la femme qui doit tenir le budget. Et c'est la femme qui a l'essentiel des tâches ménagères, enfin l'ensemble des tâches ménagères. C'est une histoire connue, hein. Et donc, il faut les éduquer à cela. On leur apprend à laver le linge, on leur apprend à repasser le linge, on apprend à faire la cuisine selon les méthodes diététiques, à mettre la table, à avoir une nappe en toile cirée, etc., etc. Et puis, on met à leur disposition un dépôt mortuaire pour la veillée funèbre à une époque où on ne meurt pas encore systématiquement à l'hôpital, mais on ne peut pas faire la veillée funèbre dans un logement trop petit. C'est indigne, donc on crée un local pour cela. Et on peut faire la veillée funèbre avant le départ pour l'église ou pour le cimetière ou pour les deux. Et puis, il faut que les artisans puissent surveiller leurs enfants et on crée des ateliers liés à des logements. Donc un atelier qui est en prise directe sur un logement. Et voilà les ouvriers dans leurs ateliers. Voilà une autre photo. Alors ce mouvement philanthropique, cette fondation Rothschild a été l'œuvre la plus connue avant la guerre de 14. Et pour tout dire, c'était un tel modèle reconnu, tellement parfait, que toute l'initiative publique s'en est inspirée. Un idéal urbain et socio-urbain. Absolument. C'est une œuvre d'éducation du peuple, une œuvre d'hygiène publique, une œuvre architecturale. Les gens sont logés dans des logements beaucoup plus grands qu'ils n'ont jamais eu, parce qu'il y a des logements jusqu'à 50 mètres carrés dans cet immeuble. Des logements, enfin, à la taille du nombre d'enfants. Donc l'idéal, c'est un séjour, chambre des parents, chambre des filles, chambre des garçons. Voilà. Ensuite, on peut entasser les garçons ou les filles. Mais voilà, l'idéal, c'était au moins 3 chambres et ils y parviennent. Ils font tout cela, mais le rendement est 0%. Donc on n'est même plus dans la philanthropie vertueuse, on est dans la pure charité, car ça n'est pas rentable. C'est trop coûteux en réalité. Mais ça fonctionne tellement bien, il y a une telle satisfaction, l'œuvre d'éducation est tellement évidente et manifeste, l'œuvre de santé publique est une totale réussite, il n'y a pas de maladie contagieuse là-dedans. Le seul échec qu'ils ont reconnu à la Fondation Rothschild, c'est que la natalité n'a pas augmenté. Voilà, hein, on se rend compte qu'il y a d'autres facteurs. On n'avait pas prévu. Mais ça devient le modèle. Le modèle est le premier exemple de logement social à Paris ? Oui, de logement social moderne, hein, on va dire. En tout cas, tellement réussi, tellement convaincant que les élus socialistes de la ville de Paris, en 1912, quand ils vont avoir à inventer leurs organismes, quand la loi va permettre une maîtrise d'ouvrage public du logement social, les élus parisiens vont dire alors là, on a tout ce qu'il faut. On ne va pas réinventer le logement social, il a déjà été inventé. Nous allons juste le faire en grande quantité. Nous allons faire la même chose en grande quantité. Ça a été ça le but. L'architecture existe, les typologies existent, on ne va pas réinventer plus. Alors, ce qui signifie qu'après coup, alors il y a d'autres œuvres, hein, mais elles sont marginales. Enfin, elles sont marginales, elles sont importantes. Il y a une deuxième fondation qui s'appelle Fondation Le Baudy qui fait presque la même chose. Voilà, des bibliothèques dans les logements ouvriers, des images de la charité, un peu désuètes. D'ailleurs, pour l'époque, les Rothschild jamais n'auraient voulu représenter la charité de cette manière. Mais enfin, voilà, c'est ça la philanthropie dans toutes ses composantes. Il y a une philanthropie juive, une philanthropie catholique, une philanthropie protestante, une philanthropie laïque, naturellement aussi. Enfin, il y a toutes sortes de variantes de la philanthropie. Et c'est la guerre qui va arrêter tout ça ? Et c'est la guerre qui met un terme à toute cette expérience. D'une part parce que l'État vient d'autoriser une maîtrise d'ouvrage public local. Les collectivités locales sont chargées du problème, officiellement à partir de 1912-13.
et à la fois parce que les lois moratoires passées pendant la guerre pour la protection des familles des soldats sous les drapeaux vont faire chuter totalement le rendement de l'immobilier à Paris et en France, au point que dans l'entre-deux-guerres, le marché immobilier est totalement déséquilibré. On ne peut plus investir comme ça. Marie-Jeanne Dumont, pour accorder avec la thématique de notre année, est-ce que ce logement social a profondément modifié les formes urbaines? Il a totalement modifié les formes urbaines. À la même ville après ça? On a affaire à une ville moderne, des îlots ouverts, une ville dédensifiée, aérée, des logements ensoleillés. Ce sont tous les principes de l'architecture et de l'urbanisme moderne qui sont déjà posés et mis en pratique, si ce n'est que dans l'entre-deux-guerres, il va y avoir un recul en arrière. Voilà. On revient en arrière dans l'entre-deux-guerres à cause de problèmes économiques. Même un organisme public, voilà les premières habitations ouvrières publiques, faites par la ville de Paris, dans le 13e arrondissement, là notamment, mais dans tout Paris, et on en a fait, dans l'Est parisien surtout. On a été obligé de redensifier parce que le coût de la construction entre les années 1910, au moment où la loi est passée, et où tout un équilibre du logement social public est mis en place, enfin, est projeté, et le moment où on réalise ces logements, le coût de la construction a été multiplié par 4. Donc l'économie immobilière du logement social ne peut pas continuer comme ça, ne peut pas être assurée après la guerre, et donc il faut redensifier, et on va redensifier au détriment de l'hygiène. On va dire qu'on met l'hygiène de côté, enfin l'hygiène dans son sens antituberculeux. On oublie le soleil et la lumière. On oublie un petit peu le soleil, on freine sur l'ensoleillement et l'aération, et on obtient ceci, c'est-à-dire des cours ouvertes, mais par des petites brèches. On va redensifier, remonter les gabarits, diminuer les cours, supprimer les cours arborés. Voilà encore une autre opération de logement social des années 20 dans le centre de Paris. Mais il y a une continuité. Une troisième, c'est la même architecture, c'est le même matériau, ce sont les mêmes plans de logement, ce sont les mêmes architectes, car finalement, comme les fondations et les sociétés philanthropiques ne construisaient plus, la ville de Paris, par l'intermédiaire de son office public d'HBM, a recruté tout ce qu'il y avait d'architectes sur le marché, désœuvrés et déjà spécialisés dans le logement social. Tous les administrateurs, y compris les secrétaires. Ils étaient formés déjà à ça. Ils étaient tous formés, y compris les comptables, y compris les architectes. Tous les cadres qui ont inventé le logement social entre 1900 et 1914 se sont trouvés transférés dans les organismes publics, et ils ont continué à faire la même chose, et c'était bien ça qui était prévu. Et d'ailleurs, la même chose au détriment de payer l'architecture. Il est bien clair dans le texte de loi, d'accord, qu'on ne doit plus payer l'architecture puisqu'on l'a déjà inventée. Donc c'est pas la peine de faire de recherche, on va avoir des architectes salariés et tout ira bien. Qui recopient à l'infini Qui recopieraient à l'infini des types éprouvés. D'accord. On ne tient plus compte. Et ces idées se transmettent à la fois dans le logement social parisien de l'entre-deux-guerres, la ceinture de Paris, les HBM intramuros et sur la ceinture de Paris, et aux cités-jardins, faites dans le même cadre législatif dans le département de la Seine, et dont la cité-jardin de Stein, y compris dans son côté très social, représenté notamment par des visiteuses, des assistantes sociales, visiteuses d'hygiène, des œuvres sociales et hygiéniques, et puis tout un pittoresque urbain qui était celui des premiers cités-jardins, mais qui va disparaître très très vite. Bon, Marie-Jeanne Dumont, nous votons pour le retour des philanthropes. Faut-il voter pour le retour des philanthropes? Non, les philanthropes n'ont jamais disparu. Et la preuve en est qu'il y a une deuxième philanthropie. C'est quelque chose que je n'avais pas étudié quand j'ai étudié le logement social, parce que précisément, ça ne rentre pas dans le cadre du logement social. On n'en parle pas dans les mêmes livres, ce n'est pas la même littérature, ce ne sont pas les mêmes intervenants. Il y a une autre philanthropie, elle souvent catholique, mais aussi bien crèche laïque, patronage catholique, et qui est quelque chose finalement de consubstantiel de la vie des faubourgs. Pour ma part, je l'ai découvert sous un angle patrimonial très particulier qui était du temps où j'étais à la commission du Vieux Paris, mais il y a toute une littérature là-dessus. Ce sont les œuvres
de patronage et les œuvres sociales installées dans les faubourgs les plus misérables de Paris et souvent à l'enseigne d'œuvres catholiques. Là, en l'occurrence, vous voyez, La Croix sur les Fortifs est le 3e volume d'une saga qui s'appelle Le Christ en banlieue et qui raconte la rechristianisation de la banlieue avec le cardinal Verdier. Et La Croix sur les Fortifs parle de la Mie de Pain, de cette œuvre du 13e arrondissement, qui est une œuvre d'hébergement d'urgence, dont on va nous raconter l'histoire, mais je montre juste les photos que j'avais recueillies quand j'ai découvert ce sujet totalement oublié de la recherche universitaire, mais qui devrait absolument être étudié, et qui sont des petites choses, un petit patronage de paroissial ou petit patronage de quartier qui s'installe d'abord dans un délaissé à côté de l'église, hein, du côté des pentes de la butte aux Cailles, hein, l'église de Maison-Blanche, le quartier de Maison-Blanche, voilà une petite cour pour le jeu des enfants du jeudi et du dimanche, hein, donc c'est très modeste. Mais petit à petit, ça va grandir. On emmène les enfants jouer sur la ceinture de Paris, dans les fossés des fortifications. Et puis petit à petit, il faut les faire jouer un peu plus proche de la maison. Donc on va acheter un terrain totalement délaissé, marécageux. On fait jouer les enfants. On y installe un hangar, peut-être certainement récupéré de quelque chose, peut-être une exposition universelle, peut-être pas, on n'en sait rien, mais on installe un hangar, on fait jouer les enfants. Et c'est un patronage. Voilà, le hangar est en fait un gymnase. Et puis, un jour, ce patronage lance une œuvre de soupe populaire, littéralement les restaurants du cœur. Et cette soupe populaire permettait en plus d'occuper les enfants. Donc ce sont les enfants et ensuite les étudiants du quartier latin qui sont mobilisés dans cette œuvre de soupe populaire. Ça, on a encore à l'étage des jeux d'enfants. Là, c'était les jeux d'enfants. Et puis, il y a toute l'éducation. Les enfants sont éduqués à la sécurité. Il y a une brigade de pompiers d'enfants. Je vous interromps. C'est ce que vous appelez la philanthropie spécialisée, c'est ça? Oui, celle-ci, c'est diversifié. C'est ça qui est incroyable. On part d'un patronage et puis on invente une soupe populaire pour étudiants. Hein, les bonnes œuvres des étudiants du quartier latin, des étudiants catholiques du quartier latin. Cette soupe populaire, on lui crée un réfectoire. Alors, on ne sait pas très bien la date, mais enfin voilà ce réfectoire. Ce réfectoire grandit, hein, et s'intensifie dans son travail. Voilà le réfectoire, probablement au tout début des années 20, je pense. Et puis, ce réfectoire existe encore. Et ensuite, ça ne suffit plus de nourrir. On va les héberger. Et ils inventent l'hébergement d'urgence. Voilà, c'est ma dernière image. Parce qu'ils sont là pour nous en parler. Hein. Et ils vont nous en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que l'hébergement d'urgence vient comme diversification d'une œuvre de patronage de quartier. Oui. C'est l'ouverture vers... Voilà, et l'hébergement d'urgence, curieusement, n'a jamais été pris en compte dans une politique publique du logement social. Merci. Ce n'est pas du logement social, c'est autre chose. Merci. Alors l'Armée du Salut arrive au milieu des années 20 aussi. Donc c'est en même temps. Marie-Jeanne Dumont, merci. J'imagine que la salle aura des questions et bravo.